Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Et avant de commencer par les choses vues récemment, je sais que cette voix de... Adieu. Check, check. One, two, two. Hilarant. Non. Décès en direct. Avant de commencer par les trucs vus récemment, oui, je disais, je vais montrer les achats récents. Parce que, à nouveau, quelques trucs, pas grand chose, mais quand même. Je commence par un petit livre de Adrien Durand qui est sorti la semaine dernière chez Playlist Society sur Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, le privilège de la subversion. Extrêmement dur à trouver, hein, je précise. Je suis même allé dans une... J'ai voulu l'acheter à l'ancienne. Grossière erreur. Et même à la FNAC, ils en avaient pas. Enfin, la FNAC du Mans, hein, je veux dire. Ils ont regardé, ils m'ont dit ah, il y en a deux à une FNAC à Paris. Enfin, bref. Finalement, comme justement je devais aller à Paris la semaine dernière, j'ai tenté Gilbert Joseph et ils en avaient. Mais alors ils en avaient deux planqués dans un coin. Enfin, c'est dommage. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir. J'ai pas eu le temps d'aller très loin, mais quand même. Pour l'instant, c'est absolument génial. Donc voilà. Je pense que ça va être excellent. Je vois pas comment ça pourrait. Enfin, l'intro est parfaite. Et j'aime beaucoup le ton. Voilà, Adrien Durand, je ne connaissais absolument pas. J'avais vu vite fait qu'il avait. Enfin, la plupart de ses méfaits, on va dire, c'est au sein des Inrecuptibles. Si vous me connaissez, vous savez ce que je pense des Inrecuptibles. Mais sur Bret Easton Ellis, ils ont fait énormément. Enfin, moi, j'ai tous les numéros où il est en couve et il y en a eu beaucoup. Donc c'est le côté que j'aime bien chez les Inrocks, c'est leur amour de Bret Easton Ellis. Voilà, donc ça je vais c'est tout petit, hein, c'est vraiment très fin, vous voyez. Et c'est un très joli livre, bref. Ah oui, et j'ai donc acheté également une Funko Pop. Les Funko Pop, moi je suis vraiment pas ultra fan, j'en ai quand même pas mal. Mais je suis très sélectif, faut vraiment qu'elle me plaise, etc. Et celle-là, la Funko Pop de John Bender de Breakfast Club, avec le bras levé, je sais pas si vous voyez, enfin la pose mythique à la fin du film. Ah voilà, là vous verrez mieux la pose. On entend la sublime chanson de Simple Minds. Et il va venir rejoindre son ennemi juré, Vernon, que j'avais depuis quelques années, où voilà, il fait le signe de Horns. Comme ça, tous les deux peuvent se tabasser tranquillement. Trop content, mais trop content. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, j'enchaîne avec quelque chose de vu récemment, en commençant par hier soir, où j'ai binge-watché Cassandra, donc la mini-série Netflix allemande, dont les retours étaient très positifs. Même si je commence à fatiguer un tout petit peu, voilà, du truc de l'Android, enfin l'intelligence artificielle dans la maison pour aider tout le monde, qui tout d'un coup n'est pas très gentil. Voilà, vu, revu, revu ces 5 dernières années, voilà. Il y avait le film avec Megan Fox là que moi j'avais bien aimé, mais bon, ça c'est pas un grand film, hein. Megan, tout ça, enfin il y en a eu tellement. Il y avait le film d'horreur aussi là, enfin ouais, IA, je sais plus quoi. Donc là on retrouve une famille qui emménage, enfin qui a déménagé, qui arrive dans une maison construite très longtemps auparavant, et qui était une maison, je sais plus comment ils appellent ça, enfin connectée, je crois ils disent. Donc voilà, très moderne, avec tout un système d'écran dans les pièces de la baraque, et une femme robot, on pourrait dire, enfin qui était là, mais qui le retrouve débranché, hors d'état de fonctionnement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on leur dit quand ils emménagent. Sauf que ils vont là un petit peu la bidouiller et ça va se réveiller. Et bien évidemment, passer le moment où c'est un peu la naïveté de «Ah mais c'est extraordinaire, elle peut faire la cuisine, surveiller les enfants, nous dire quand on manque de telle chose, allumer les lumières». Bon, évidemment, ça va mal se mettre. Et surtout, on va avoir très régulièrement des flashbacks sur
la famille qui a vécu dans cette maison avant eux et qui a provoqué la naissance de cette machine, enfin cette, cette chose. Et alors moi qui aime pas trop les films où ça fait tout le temps des flashbacks, etc. Là j'ai adoré parce que c'est tellement passionnant et surtout c'est tellement bien joué. Alors le premier truc c'est l'acting, l'acting est remarquable. À peu près tout le monde. Je précise quand même d'entrée de jeu, même si là ça m'a pas dérangé, que une fois de plus, sans aucune subtilité, toutes les cases du woke inclusif machin sont cochées. Donc la famille, bah voilà, le mari est black, la femme est blanche, l'enfant est gay. Enfin, on a vraiment, voilà, toutes les cases sont cochées quoi. Mais une fois que tu fais ce constat, bon, c'est pas très subtil, ça que je veux dire. Eh bien, moi, ça m'a pas gêné en tout cas dans la mesure où ça empêche pas, enfin, ça empêche rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça te tient vraiment en haleine. Je me suis régalé. La preuve, j'ai tout regardé. Il y a quand même 6 épisodes, je crois, qui font presque 50 minutes chacun. Donc, faites le calcul. Et sincèrement, grosse reco. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que ça risquerait de spoiler assez rapidement, sachant que il y a pas mal d'intrigues qui se croisent, enfin d'intrigues liées au passé et au présent de ces deux familles. Mais c'est assez cohérent, hein, ça s'éparpille pas dans tous les sens. Très très satisfaisant. La fin, la toute fin, je sais plus qui j'ai vu passer a eu le même sentiment. La fin est un peu déceptive de mon point de vue. Pas déceptive dans le sens c'est nul. Franchement, c'est pas nul. Mais c'est un peu, un tout petit peu décevant. Mais c'est pas, voilà, vraiment rien de grave, sincèrement. Très bonne, franchement, petite série allemande, mais bravo quoi. C'est super beau, la photo est géniale, le design j'ai adoré, c'est très rétro-futuriste, excellente surprise. J'ai vu The Order avec Nicolas Hoult, là qu'on voit décidément absolument partout, et surtout Jude Law, j'allais dire méconnaissable, mais en fait non pas vraiment, c'est juste que voilà, il a beaucoup changé, L'histoire d'un flic qui se ramène dans un patelin où censément, enfin, flic, FBI et tout ça, hein, et qui va penser que, en gros, tout est tranquille, c'est ce qu'on dit, quoi, tout est tranquille, il n'y a pas de criminalité, c'est vraiment pépère, vous allez bien vous reposer avec votre famille. Voilà, la famille d'ailleurs qui doit le rejoindre mais qui n'arrive pas. Et lui, il va tiquer sur un groupe de suprémacistes blancs, voilà, comme vous pouvez imaginer. Sauf qu'on lui dit, oh, mais ils font pas chier, ils sont dans leur coin, machin. A lieu dans cette ville une avalanche de braquages. Et lui va soupçonner ce groupe d'être les braqueurs. Sauf qu'on va lui dire, bah non, ça colle pas vraiment, parce que en principe, les nationalistes de ce genre, ils font pas de braquage, quoi. Et ce qui est vrai. Sauf que bah là, les soupçons vont se développer et ça va partir en sucette assez violemment. C'est très classique, ça m'a rappelé certains films des années 90 et moi j'ai beaucoup aimé. C'est inspiré de faits réels, sans être fabuleux, ça mérite clairement d'être vu. La performance de Jude Law notamment, elle est vraiment très très cool, d'autant que il a une façon de jouer, enfin de se mettre en scène, quoi, qui est vraiment dure, quoi, pour lui, je veux dire. Voilà, je peux pas en dire énormément plus, mais voilà, ça parle évidemment de criminalité, de braquage, de racisme, de tout ce qu'on veut. Mais c'est très bien fichu. Qu'est-ce que je veux d'autre? J'ai vu le documentaire sur Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Daddy, enfin voilà. En 4 épisodes sur Max. La chute de P. Diddy, je crois que ça s'appelle, où donc on va aborder à travers pas mal de témoignages et de proches et de victimes. D'abord l'ascension de Puff Daddy, puis très vite quand même les casseroles qui ont commencé à éclore un peu partout, et puis donc bah voilà, qui est-il vraiment? C'est très bien. Je dois pointer du doigt que il ne parle pas des accusations les plus graves, voilà, dont on est informé depuis quelques mois. Je parle des méfaits concernant des mineurs,
mais voilà, ils abordent quand même pas mal de choses et on perçoit vraiment un peu l'ampleur du désastre que c'était. Et voilà, à voir ce que ça va devenir. Je sais qu'il y a le docu de 50 Cent là, qui doit sortir je ne sais quand. On verra bien, et bon oui, clairement un sale bonhomme. Dans la même lignée de personnes moyennement fréquentables, sublime docu, sans doute celui que j'ai préféré dernièrement, sur O.J. Simpson. Je sais plus c'est en combien de parties, mais je crois que c'est 4 fois 1 heure, un truc comme ça. Absolument incroyable, les amis, mais alors vraiment quoi. Moi, O.J. Simpson, j'en savais pas énormément de choses, à part que, voilà, immense joueur de foot américain à son époque, dont on a surtout parlé par la suite, parce que procès, je me souviens de la fuite en bagnole, enfin ils vont longuement revenir là-dessus, qui était filmé en direct, c'était complètement surréaliste, et puis surtout cet acquittement dingue que personne, enfin voilà, une avalanche de preuves, aucun doute que c'était lui qui avait assassiné son ex-femme ainsi qu'un pauvre serveur qui était là au mauvais moment, enfin au mauvais endroit au mauvais moment. Je me marre, mais c'est horrible. Et le docu est tellement complet, c'est fou. Donc une fois que t'as fini ça, tu sais tout. T'as une espèce de spécialiste et c'est passionnant, mais passionnant. Donc on va vraiment découvrir les coulisses, comment ce procès qui semblait voilà, vraiment plié d'avance, c'est tout d'un coup enlisé et que l'accusation s'est fait pulvériser et qu'à la fin on a eu ce verdict tombé en plus en 4 heures après 8 mois de procès. Les jurés qui délibèrent et qui rendent leur verdict en 4 heures, c'était jamais vu. Et donc un acquittement improbable, mais qui est lié à énormément d'éléments désastreux sur lesquels on revient en détail et c'est passionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont réussi aussi à obtenir les entretiens de personnes où c'est pas cool pour elles de parler. Voilà, elles sont pas le bon rôle, c'est ça que je veux dire. Ce sera vraiment ma grosse reco docu, le truc sur O.J. Simpson, sur Netflix. Et je terminerai avec Wolfman, le film de Lee Swanell, je sais jamais comment on prononce son nom, sorti en VOD il y a quelques semaines, je crois, enfin une semaine. Vu parce que moi les films de loup-garou j'adore, et celui-ci je voulais donc impérativement le voir de toute manière. Il était exclu que je me précipite en salle puisque j'ai un gros problème avec ce réal et que j'ai détesté son, j'allais dire interprétation, enfin pour moi son carnage du concept du mythe de l'homme invisible. Film vraiment, enfin je vous en ai fait une vidéo à l'époque, c'était au tout début de ma chaîne, je me souviens. Je m'étais dit, est-ce que c'est bien raisonnable de défoncer un film qui visiblement a plu à tout le monde, hein, alors que tu as 40 abonnés? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pourtant, voilà, bah, je l'ai fait. Et donc là, Wolfman, je me disais, en plus je voyais des retours pas très bons, même de personnes qui sont généralement assez mesurées, et qui disaient qu'elles étaient déçues, on va dire, à minima. Sachant que, voilà, moi je m'étais dit, le mec, il a pris tout ce qui rendait cette adaptation de l'homme invisible fabuleuse, c'est-à-dire le côté malédiction, maladie, ouais, c'est comment dire, la dépendance à cette invisibilité, c'est ça qui rend le truc fascinant et horrible. Pour en faire un truc à la Marvel de merde, genre, hey, les gars, franchement, c'est un truc à la Iron Man en fait. J'ai une combinaison qui rend visible. Là, Wolfman, du coup, je sentais moyen, et bah, figurez-vous que je vais rejoindre les rares personnes qui ont beaucoup, mais beaucoup, apprécié la proposition. Alors là, en effet, on n'est pas du tout dans un film d'horreur, même s'il y a pas mal de séquences très malaisantes, et qui pourraient être traumatisantes pour un très jeune spectateur, hein, donc même visuellement, des choses comme ça. C'est un drame, en fait. En fait, très vite, tu comprends vers où il va t'emmener, et où tu acceptes, où tu refuses, mais moi, je me suis dit, putain, ça m'intéresse. On a un père de famille où la situation avec sa chérie, ça va pas très fort, c'est moins qu'on puisse dire. Ils ont une fille qui est beaucoup plus proche de son père, d'ailleurs, que de sa mère, qui, elle, travaille, journaliste, qui clairement a réussi, tout ça. Lui, c'est plus compliqué.
Et ils vont partir, quitter la ville pour aller dans la maison du père de ce mec qui est décédé et avec qui il n'était plus en contact depuis de très très longues années, suite à une relation complètement toxique, horrible, qui est, enfin comment dire, qu'on découvre dès le tout début du film dans une scène que j'ai adorée. Voilà, on a le mec qui est gamin avec son père qui l'emmène chasser. Et dès cette scène-là, je me suis dit, ouh, ça me plaît beaucoup, quoi. Mais tout le ton, la photo est magnifique. Et donc voilà, ils vont retourner là pour voir un peu, faire du rangement, enfin tout, quoi. Lui, évidemment, c'est un gros choc aussi de retourner dans cette région qui est riche de traumatismes liés à son enfance. Et immédiatement, enfin dès leur arrivée, ça va mal se passer. Et donc, comme on s'en doute, c'est pas vraiment, ça c'est même pas du tout du spoil, ça va être la merde et il va se retrouver contaminé. Et là, ça part, enfin, en fait, ça s'arrête plus. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Pas de ventre mou. L'acteur est remarquable. Je connaissais pas du tout cet acteur. Elle, je la connaissais bien parce que je l'avais adorée dans Ozark et puis depuis, on la voit pas mal à droite à gauche. Elle est parfaite comme d'hab, mais lui, il est vraiment, lui, il porte le film. C'est incroyable, quoi. D'abord, il est hyper touchant dans son jeu. Et du coup, on a ce sentiment de compassion et d'effroi en même temps, très rapidement. Les décisions prises m'ont semblé plausibles durant tout le film. Et quelques révélations qu'on pressent, hein, voilà, mais qui sont tellement cool. En fait, j'ai vraiment adoré ce film. Voilà, donc peut-être j'aurais détesté Invisible Man, et je peux dire que, alors que tout le monde a adoré, je peux dire que alors que tout le monde visiblement est globalement très déçu de Wolfman, bah moi j'ai adoré pour ce que c'est. Pour moi là, effectivement il a pris des risques, mais c'est totalement réussi. Non. Et même la toute fin, j'ai kiffé. Enfin, je sais pas, je vous rends pas de reproche à faire. Il y a quelques scènes que j'ai particulièrement adorées, mais je peux pas en parler parce que c'est du spoil total. Mais ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des scènes où t'es à la fois quand même assez horrifié, enfin parce que tu vois, c'est vraiment, c'est chaud quoi. Et en même temps, tu te dis mais quelle situation horrible, mais pas horrible au sens horrifique, horrible au sens dramatique. Ah, vraiment, un petit coup de cœur, on va dire, clairement, ce film. Et voilà. Ah oui, si, j'avais vu également la mini-série des Hooligans sur Netflix. Je crois que c'est allemand aussi, comme Cassandra. Mais alors là, j'ai été beaucoup moins séduit. J'ai tout regardé quand même. On va suivre un ado qui sombre dans le hooliganisme. Enfin, c'est ce qui est vendu, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on va voir dans le film. C'est plutôt, il sombre surtout dans le trafic de drogue. Et voilà, les relations avec le père et la mère plus que compliquées. Une famille où le foot, enfin oui, là c'est le côté hooligan, mais c'est pas, pour moi, hooligan, c'est pas ça. Enfin, c'est pas juste fanatique d'une équipe de foot. Enfin, mais bref. C'est pas nul, mais j'ai pas trouvé ça excellent. Donc, vous pouvez le tenter, mais moi, j'ai pas adoré et j'en garderai pas un souvenir particulier, quoi. Et j'enchaîne directement avec les questions reçues. Je suis tellement jaloux de ton ballon Wilson. Est-ce toi qui l'as fait? Non. Je sais même pas comment enfin, j'aurais été très doué si j'avais réussi à le faire. Non, non, c'est un ballon officiel. Hein, je l'avais montré à une époque. Hop. C'est un ballon officiel en série très limitée qui a été fait par la marque, hein, et c'est dans les Castaway en dessous. Et donc à l'effigie, je crois qu'aujourd'hui ça doit être introuvable, hein, ou alors pour très très cher. Mais à un moment, enfin à l'époque, c'était tout à fait trouvable pour que dalle, enfin un prix normal d'un ballon, quasiment. Enfin, bon, c'est ce que je l'avais payé. Et ouais, il est magnifique, je l'adore. Pardon, je vais m'exploser le genou contre le bureau. Donc bref, je sais que tu n'as pas supporté le film, mais je voudrais ton avis sur le scandale des tweets de l'actrice de Emilia Pérez. Ah ouais, j'ai vu passer ça, mais en fait en ce moment, entre cette connasse et Kanye West qui nous a pété toutes ses durites hier, je ris, mais c'est nerveux moi, en ce moment, mais il se passe des trucs.
Franchement, c'est chaud. Mon avis, mais mon avis, c'est que j'ai même pas d'avis. Enfin, si, mon avis, c'est que c'est une sale personne. Enfin, mais je vais rester poli parce que je vais pas enfoncer le truc. Mais je la connaissais pas parce que en plus, j'ai même pas vu le film. Je pense que j'avais vu le film, je l'aurais détesté, mais c'est voilà pour des raisons, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, il me semble. Après, ouais, là, j'ai vu... moi, je trouve ça tragicomique, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de bêtises. C'est que les gens font, ouais, elle est raciste et tout, mais surtout conne. Ces mots sur Adolphe, meuf, ouais, respectant ses opinions, mais tu serais la première à t'être fait liquider, en fait, je crois que t'as pas bien compris... Bref, voilà. C'est vraiment l'époque, hein. On est vraiment l'époque, c'est dingue. Tu n'as pas l'impression que le YouTube ciné, pardon, à part toi, ça ne lit pas de livres et n'écoute pas de musique? Non, non, ah non, 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 non. Non, parce que je vois, alors ouais, les livres, oui, si, j'ai pas mal j'ai même des potes youtubeurs dans le YouTube ciné qui disent qu'ils lisent jamais parce que bah, ils ont pas trop le temps, et c'est surtout que c'est pas leur passion, enfin ça les intéresse pas trop de lire, ils préfèrent regarder des films, des choses comme ça, quand ils ont du temps libre aussi, les gens gèrent leur temps comme ils peuvent. Musique, bah c'est lié, en fait, parce que tu parles du YouTube ciné, et moi je ne fais pas partie, enfin je fais pas partie. Je parle énormément de ciné, mais ma chaîne n'est pas étiquetée ciné par contre, contrairement au reste de la bande. Et c'est bien pour ça que je m'autorise à parler de absolument tout et n'importe quoi, y compris de bouquins et de musique, je veux dire, qui ne sont pas liés au milieu du cinéma, quoi. Du coup, ça se trouve, il y en a qui lisent énormément et qui écoutent 1 milliard de groupes, mais ils en parlent pas en vidéo parce que bah ils peuvent pas le caser, quoi. Ils font que des vidéos spéciales ciné séries. Donc voilà. As-tu la sensation qu'aujourd'hui, les détracteurs de la musique des années 80 se font de plus en plus discrets, voire invisibles, et n'ont plus le même pouvoir d'attraction, oui, que dans les années 90-2000, que leur voix n'a plus la même caisse de résonance qu'avant? Y aurait-il comme une sorte de réhabilitation de la musique des années 80? J'ai l'impression que le temps joue en sa faveur. Ouais, le temps joue clairement en sa faveur. Moi, je rappelle, parce que ça me fait rire, mais que dans les années fin 90-2000, quand le revival, vraiment, hein, années 80, a commencé, j'avais des potes qui me disaient, putain, vivement l'année prochaine que ça se termine, ce revival des années 80, là, bientôt les années 2000, il serait temps de passer à autre chose. Et s'ils savaient que 25 ans plus tard, on est à fond dedans toujours. Et moi, je le pressentais, ce truc-là, au bout d'un moment, quand même assez rapidement, que ça allait pas se calmer, qu'en réalité, il y avait juste la prise de conscience d'un âge d'or artistique, parce que c'est pas que musical, cinématographique, ça a trait aussi à la photo. Enfin, t'as les travaux d'Helmut Newton, t'as plein d'autres. Enfin, dans chaque domaine, même le design, la déco, enfin les trucs de déco, le style années 80, c'est quand même quelque chose. Et surtout, c'est vrai que contrairement aux années 70 ou même aux années 60, où il y avait des nostalgiques de ces périodes-là, là, ça touche des générations qui, évidemment, n'ont pas du tout vécu ces années-là. Et même moi, je suis régulièrement contacté par des abonnés qui ont 20 piges ou des trucs comme ça, parfois même moins, et qui sont ultra calés en culture années 80, et qui me demandent des tuyaux sur des groupes de ces époques, de cette époque-là, ces années-là. Et c'est super drôle, enfin moi ça me fait super plaisir, et évidemment, mais ouais, les gens qui détestent, et il y en a évidemment, c'est une sensibilité artistique, qui détestent ce qui était un peu propre aux années 80 et tout, il y en a très peu, ou alors ils la ramènent moins, enfin oui effectivement, c'est-à-dire qu'ils font le constat que de manière générale ça domine complètement le milieu, enfin de la création artistique, et que c'est pas prêt, visiblement, c'est pas encore prêt vraiment de se calmer. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose de totalement unique. Toi tu cites vraiment la musique, mais je pense que ça touche vraiment à beaucoup d'autres aspects des années 80, où l'emprise semble permanente en fait. C'est comme même les collections qui sortent en design ou en meubles, en trucs, tout ça, tu te rends compte que, putain, chaque année, pour chaque collection, tu as plusieurs articles qui sont très années 80, dans le style, et des trucs comme ça, mais c'est super étonnant en fait, parce que ça fait 20 ans que ça dure. Donc je pense que ça va rester, et puis il y a aussi alors musicalement, ça c'est ultra clair, ultra clair.
Quels furent les premiers dessins animés à t'avoir marqué quand tu étais enfant? Euh, le premier dessin animé qui m'a vraiment marqué, quand j'étais vraiment enfant, vraiment gamin à 5 ans, tout ça, c'est les dessins animés, il y en avait que j'aimais bien, c'est sûr, mais il y en a pas qui m'aient vraiment marqué. C'était plutôt Casimir. Je regardais Île aux enfants, donc c'était l'arrivée, hein, voilà, la naissance de l'émission. Et ça m'a marqué de ouf. Mais c'était vraiment les séquences avec Casimir, tout ça. Donc pas tellement les dessins animés qui entre voilà qu'on voyait, ou même d'autres dessins animés à l'époque. Le premier dessin animé qui m'a vraiment considérablement marqué, c'est Goldorak, qui est arrivé très vite quand même. Hein, je dois avoir 6 ans, comme ça. Et là, enfin voilà, là c'est exceptionnel comme influence sur moi et sur tous les enfants, enfin sincèrement, hein, enfin tous les enfants, beaucoup en tout cas. Après, d'autres dessins animés qui m'ont énormément marqué, je sais que j'ai été très très marqué par Tom Sawyer quand j'étais pareil, bah, c'est à la même époque, hein. Et puis ensuite, ben, je vais faire le défilé classique malheureusement, enfin malheureusement, j'aimerais être plus original que ça, mais Albator, ça m'a vraiment vraiment marqué. Et puis Ulysse 31, ça c'était complètement dingue. Hormis ces séries-là quand même assez spécifiques, voilà, enfin super-héros, héros, machin, tout ça. Je me souviens que j'adorais Heckle et Jekyll. Je trouvais ça tellement trash. Alors, il y a quelques temps, je voulais en revoir, mais c'est super dur à trouver. Il n'y a pas vraiment de compilation en physique ni rien. Mais c'était très audacieux, je trouve. Voilà. Après, j'aimais beaucoup les Tex Avery, des trucs comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça m'ait marqué quand j'étais enfant, voilà, au même titre, quoi. Tu es plutôt team The Bangles ou team Hort? Alors, Hort, je connais très 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 mal, jamais été vraiment fan. Et Bangles, j'aime pas. Même Walk Like an Egyptian, tout ça, non, non, j'ai jamais aimé le côté hippie des Bangles, même dans les sons, tout ça. Et Hort, c'est plus mon truc, je pense, musicalement, mais j'ai jamais été fan non plus. Alors Hort, je sais que c'est un immense groupe aux États-Unis, vraiment hyper connu, quoi. En Europe, beaucoup moins. J'ai l'impression qu'en Europe, on a beaucoup plus fait de place aux Bangles qu'à Hort, par exemple. Est-ce que tu portais des bandanas lorsque tu étais ado ou pendant ta vingtaine? À titre personnel, ce fut mon cas, mais j'en portais hors du bahut ou de mon lieu de travail. Tu trouvais que ça faisait badass? Non, j'ai jamais porté de bandana. Je crois que j'en avais un à l'époque où Axl Rose, il en portait beaucoup. J'en avais acheté un, et d'autant qu'en plus j'avais les cheveux tellement longs que je me disais, ah ouais, je vais faire, et je vais masquer la frange, tout ça, enfin bref, peu importe. Et au final, ça me serrait. Au final, ça me serrait, j'aimais pas la sensation. Donc du coup, je n'en ai jamais porté. Mais c'est pas parce que je trouvais ça moche, hein, c'est parce que j'aimais pas la sensation, ça me serrait la tête, je sais pas. Peut-être que je serrais comme un bourrin alors qu'il fallait pas. Donc, euh, donc non. Si tu avais eu l'occasion, aurais-tu invité Motley Crue pour une soirée tranquille et sympa chez ton père quand tu habitais chez lui? Ah putain, j'aurais adoré. Ça lui aurait fait les pieds. Ouais, non, bien sûr que non. Ça se serait évidemment très mal passé. Mais ouais, c'est fou à quel point mon père il pouvait pas saquer Motley Crue. Enfin, tous les autres groupes aussi, hein, mais c'était quand même super étonnant pour un mec qui avait été un rocker aux cheveux longs lui-même quand il était ado, fan des Rolling Stones, que quand même la génération de ses parents pouvait pas saquer non plus. Enfin, il y avait tout un truc. Il était fan de Bowie aussi au début de Bowie, quoi. Et en fait, il se comportait vraiment comme un vieux con envers les groupes que moi je kiffais en tout cas. Tu es obligé d'écouter l'album d'un de ces deux artistes. Qui choisis-tu entre Vanilla Ice ou MC Hammer? Ah putain. Bah, Vanilla Ice en fait. Parce que Vanilla Ice, il y a des chansons que je trouvais cool. Même de façon un peu, j'allais dire morbide, non. Mais Ice Ice Baby Century. J'adore. Je trouve ça génial. Je l'avais, hein. J'avais carrément acheté le truc, hein. Je trouve que le sample est super malin et le phrasé, tout est super cool et le côté, ce refrain qui est murmuré mais comme une menace, quoi. Enfin, c'est génial. C'est vraiment génial. J'assume mes propos. Bon après, Vanilla Ice, bon.
Il y avait ce film, qui est même pas un film, Cool as Ice, je crois. Steve, si tu me regardes, tant que tu n'as pas fait une vidéo nanar sur Cool as Ice, tu n'as pas connu l'enfer, vraiment. Tu ne sais pas ce que c'est que vraiment que la souffrance. Je l'avais vu, moi, Cool as Ice. C'était ignoble. Mais enfin, en même temps, c'est ignoble et fascinant. Tu peux pas t'empêcher de te marrer et d'être fasciné par ce que tu regardes. C'est un défilé de mode ou c'est un film? Oh, la tête de con qu'il a, mais c'est génial. MC Hammer, j'ai jamais aimé. Jamais aimé, même son truc là. Merde, c'était quoi son tube, MC Hammer? En tête, j'ai que Too Legit to Quit, mais ça, c'était pour moi, c'était son deuxième tube. Il y en avait eu un premier avant. Ah, c'était horrible. Too legit to quit, too legit, too legit to quit. Non, c'était ignoble. Non, MC Hammer, jamais, jamais, jamais kiffé aucune chanson. Alors que Vanilla Ice, je sais que dans son premier album studio, il y en avait plusieurs que je trouvais vraiment bien. Ça me fait bizarre de m'entendre dire ça. À part Pandi Panda, quelles sont les paroles d'un titre dont tu aurais rêvé d'être l'auteur? À part Pandi Panda. Qu'est-ce que c'est que ce troll? Sans Kukai. Pour rester dans la section chanson pour gamins. Sans Kukai, j'aurais adoré être l'auteur des textes. Dans l'espace, la guerre est sublime. Je dis ça, mais j'adore cette chanson. C'est ma carte joker Didier Barbelivien. Moi, je dis Barbelivien, c'est de la merde, mais enfin, quand même, sans Kukai. Chardin, je crois. Incroyable. Le big track dans ton décor, c'est excellent. J'adorais le mien étant petit. Ouais, il est... tout d'un coup, on le voit à nouveau. Je l'avais... hop. Je vais le... Putain, il est hyper lourd à cause des piles. Alors celui-là, c'est la première édition, parce qu'il y avait une de seconde édition, je sais plus dans quelles années, mais où tu n'as plus les stickers MB, parce que ce n'est plus MB qui le... Ah, voilà. Qui le faisait. Mais... oh là là, j'adorais tellement ce truc. Alors moi, je ne l'avais pas, hein. Mais mon père l'avait. Et je me souviens même que quand c'est sorti le Big Track, j'avais eu 8 ans. Parce que c'est l'année où il a quitté ma première belle-mère. Donc voilà. Et il s'était pris un studio momentanément avant de se trouver un autre appart, tout ça. Dans une des tours du quartier Beaugrenelle. Tout en haut, je sais même plus c'était à quel étage, mais c'était complètement dingue. Et c'est là que j'allais donc tous les 15, un week-end sur deux. Et j'arrive, et il avait acheté ce truc-là, mais genre il venait de l'acheter. Il y avait encore il était dans le carton et tout. Et il avait également acheté d'ailleurs la brouette. Il y avait une brouette qu'on pouvait connecter au Big Track et sur laquelle on pouvait poser des canettes de coca ou des gâteaux, enfin des conneries ou des jouets. Mais c'était pour lui. Et il avait acheté ça pour lui, c'est parce que voilà. Et donc moi j'avais le droit d'y jouer quand j'étais chez lui, mais c'était pas à moi. Voilà, c'était rangé dans sa chambre, dans son bureau, tout ça. Oh là là, je trouvais ça tellement génial. Mais c'était très cher. Et je me souviens que voilà, je me disais bon bah je peux y jouer quand je suis chez lui, quoi. Et j'adorais ce truc. Je trouvais ça, c'était magique à l'époque. Tu tapais devant 12 fois ton volume en fait, puisque tu calculais comme ça, et il faisait la petite musique tout, et un boucan de dingue quand il tournait, c'était génial. Et en plus ça te faisait vraiment, enfin, quand t'étais gamin en tout cas, ça te faisait calculer les distances, ça te faisait vachement cogiter quoi. Tu voulais qu'il passe par la chambre, aille dans la cuisine, puis revienne. Oh, c'était excellent, j'adorais ça. Complètement des performances qui feront hurler de rire toute personne de moins de 50 piges. Mais voilà. Et il fonctionne toujours d'ailleurs, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est complètement dingue. Je l'avais trouvé, je crois que je l'ai payé 40 euros, en tout cas, un truc comme ça. Alors il a tous ses stickers, il est même pas crade, enfin, c'est génial. Verrais-tu Michael Mann, Fincher ou Wending Refn je sais jamais comment on prononce son nom, Astral, pour adapter les éclats? Alors Fincher, ça risque pas parce que ils se haïssent hein, avec Bret Easton Ellis. Enfin, ils se haïssent, c'est surtout Bret Easton Ellis qui lui a défoncé, il l'a pulvérisé ces dernières années dans des commentaires sur ses films, etc. Donc Fincher, je pense que non. Même si à une époque, c'était pas le cas. Hein. Fincher, il voulait adapter Glamorama de mémoire. Donc voilà, mais bon,
ils peuvent plus se saquer. Moi, je dirais Winding Refn parce que le ton des éclats, quand t'as vu Drive, tout ça... Ah non, non, c'est sûr. Michael Mann, j'aimerais bien, mais je pense que c'est moins son style. Un des deux. Mais Winding Refn, quand même. Connais-tu le groupe français Je t'aime? Je te conseille de jeter une oreille sur leur dernier album, tu pourrais aimer. Alors écoute, Je t'aime, je connais depuis la toute naissance du groupe, puisque le chanteur était fan de Syndrome. Donc on se connaissait, on s'échangeait de la zik et tout. Et puis ils ont sorti le premier album. Donc voilà, donc je dirais pas du tout que c'est des amis, parce que c'est pas du tout des amis. C'est des connaissances et... surtout le chanteur en fait, c'est avec lui que j'ai communiqué régulièrement. C'est vachement bien, tout à fait. Es-tu fan des films américains des années 40-50? Quels sont tes acteurs actrices préférés de cette époque? Les acteurs actrices préférés, j'en ai pas vraiment, c'est-à-dire que j'en aime énormément de cette époque. Et les films des années 40-50, mais j'en adore tellement. Et c'est drôle parce que ça fait quelques semaines que je m'en remate. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai découvert Ils ne voudront pas me croire. En anglais, je pense que c'est They Won't Believe Me. Je l'avais jamais vu. Et c'était génial. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais vu ce film et que vous aimez ce genre de film, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment très très bien. Après, il y en a tellement que j'adore. Il y a Le secret derrière la porte. Fabuleux. Après, il y a des connus, des moins connus. Alors, j'en ai sorti quelques-uns que j'ai en physique, mais il y en a plein que j'adore et que j'ai pas en physique, hein, évidemment. L'aventure de Madame Muir. Chef-d'œuvre, réellement. Les chasses du comte Zaroff, quoi. Chef-d'œuvre total, au cœur de la nuit. Ça, c'est des films, si vous les avez pas vus, c'est des méga recos, quoi. Time Machine, la machine à explorer le temps ou à voyager dans le temps, je ne sais plus, je sais jamais plus comment il l'avait traduit à l'époque. À pas confondre avec le remake ignoble qui est sorti dans les années 2000. Ça, c'est chef-d'œuvre aussi pour moi, hein, ce film-là, pardon. Le portrait de Dorian Gray, c'est voilà, si vous me connaissez, vous savez, j'en ai déjà parlé, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et là, pareil, L'étrange créature du lac noir, un chef-d'œuvre extraordinaire. Il y a dans mes films, en fait, si on me demandait de faire mes films préférés ever, très vite, je taperais dans des films de ces années-là. Hein. Fin des années 40, j'adore. 46, 47, il y a eu tellement de films fabuleux. Et puis, les films d'horreur, magnifiques. J'ai revu de Wolfman, là, de 1941, celui-là. Que j'avais pas vu depuis un milliard d'années, et en plus dans mes souvenirs c'était quand même pas super bien vieilli, enfin je sais pas, pas ridicule, mais bon. Et mais quel chef-d'œuvre! J'étais choqué, mais vraiment, je suis resté comme ça devant tout le film, je trouvais que c'était mais génial, mais génial. Et, en fait, il y a le seul petit souci que j'ai, mais en fait là je l'ai eu beaucoup moins à la revoyure, c'était le look du loup-garou, où il a les cheveux courts. Loup-garou stylé, quoi. Avec un peu une banane à Lady Mitchell. J'ai du mal à comprendre qu'il fasse un loup-garou si... Bref. Mais une fois que tu as accepté ça, c'est magnifique, c'est super beau. Mais c'est super beau. On a des tableaux, enfin il y a des scènes. Et même l'intrigue et tout, j'ai adoré l'ambiance. Extraordinaire. Je le range, en fait, je le remonte vachement dans mon classement. Parce que moi, tous ces films-là, un peu les Universal Monsters, mais vraiment les premiers, tout ça, il y en a que j'aime pas. Bride of Frankenstein, tout ça, j'aime pas du tout. Je l'avais revu il y a quelques temps. Frankenstein, j'aime beaucoup. Je lui préfère L'Homme Invisible, mais alors j'allais dire le vrai, hein, première adaptation, qui est fabuleuse. Et au sommet, il y a L'étrange créature du lac noir. Pour moi, c'est le film. Bref, j'avais fait une vidéo assez longue dessus au début de ma chaîne. Et mais le loup-garou, je le passais vraiment dans ceux qui m'ont moins touché, quoi. Et bah non, pas du tout. Il remonte complètement là. Ah, il y a tellement de films des années 40 surtout que j'adore. Et bref, voilà. Quel est pour toi le meilleur album de Motley Crue? Groupe que j'ai d'ailleurs découvert grâce à toi. Bah, c'est marrant, deuxième question sur Motley. Pour moi, le meilleur album, c'est Shout at the Devil. Ouais, clairement. Vraiment le meilleur, même
Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, hein, mais celui-ci, pour moi, c'est le top du top de Motley, quoi. Es-tu passionné par l'histoire? Alors, tout pays confondu? Non, pas du tout. Je suis absolument pas passionné par l'histoire. J'écoutais de façon très sporadique au bahut en cours d'histoire. Donc non, 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 je suis vraiment pas passionné par l'histoire. C'est con, hein, mais parce que... Alors par contre, j'aime bien les films historiques, tout ça, mais parce que je suis quand même curieux, mais passionné. Enfin, j'ai connu des gens qui étaient, on pourrait dire qu'ils étaient passionnés par l'histoire, et non, on peut pas me mettre dans cette catégorie sans passer pour un usurpateur. Dans la vidéo de ton voyage aux États-Unis en 89, tu as moins parlé de ton périple à New York. Comment était le New York de cette époque? As-tu visité les monuments mythiques comme l'Empire State Building, World Trade Center, etc. Ouais, j'en ai moins parlé parce que je suis resté beaucoup moins longtemps, parce que je devais rester plus d'une semaine, et finalement je suis resté, je crois, 3 jours, un truc comme ça, c'est ce que je dis hein, dans ma vidéo. Donc forcément 3 jours, et en plus 3 jours j'ai erré dans les rues. En fait, je m'étais pas fait un périple en mode demain je visite tel monument. Je regrette un peu, enfin je regrette un peu, non, parce que finalement je l'ai fait plus tard, parce que je suis quand même retourné plusieurs fois à New York après. Mais j'en ai peu parlé parce que vraiment moi j'allais me perdre dans les rues, et je faisais les boutiques, les trucs comme ça, et le soir je prenais un taxi où je rentrais voilà chez dans l'appart. Mais du coup, j'en avais moins à en dire. Enfin, j'en ai quand même parlé. Enfin, je me souviens quand même que c'était assez tendu selon les quartiers. Ça, j'avais vraiment perçu ça, le danger des quartiers de New York. En fait, où en vraiment en 3 minutes, tu passes d'un voilà, à un carrefour quoi, d'un endroit qui est relativement safe à un endroit où potentiellement tu peux te faire faire trucider quoi. Donc voilà. Je viens de revoir La couleur de l'argent avec le grand Paul Newman, dont j'ai vu un documentaire Arte juste après qui m'a gonflé car on le résume dès le départ, à ses yeux hypnotiques et sa musculature. Quelle connerie. Quels sont les films que tu apprécies du bonhomme? J'ai pas vu le docu Arte, j'imagine que tu parles de la série là, Arte. Là. Parfois c'est vachement bien, hein, de 50 minutes là, sur plein d'artistes. J'ai pas vu celui sur Paul Newman. Paul Newman, il y a plein de films que j'adore avec lui. Déjà super acteur, vraiment. Il y avait Ce monde à part, Le Gaucher qui est génial, enfin que moi j'adore. Après Le Rideau déchiré, fabuleux. La Tour infernale, là c'est beaucoup plus grand spectacle, mais putain quel film La Tour infernale quoi. Et Paul Newman il est génial dedans. Il y avait aussi ce polar, La absence de malice, qui était vachement bien. La couleur de l'argent, donc, où il est fabuleux, avec Cruise. Il y a énormément de films avec Paul Newman, je réalise que là, je viens d'en citer un paquet. Voilà, les films que j'apprécie vraiment avec le bonhomme, c'est ceux-là, mais en fait, il y en a d'autres hein, que j'aime aussi avec lui, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Que penses-tu de ces chaînes de géopolitique? Ah oui, chaîne YouTube de Terrabellum, Diplometrix et Aberkan, je connais absolument aucune de ces personnes. Je suis allé voir très rapidement, mais en ce moment j'ai très peu de temps, c'est pour ça que je fais peu de vidéos. Vous avez vu, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup j'ai encore moins le temps de passer des heures à regarder des vidéos de youtubeurs que je connais pas et qui m'attirent pas particulièrement. J'ai vu par contre que c'était des très grosses chaînes et tout quoi. Mais non, c'est pas des trucs vers lesquels je vais. Moi quand je suis sur YouTube, je vais quand même généralement pour me détendre, enfin oui et non, enfin c'est pas non plus l'unique raison. Mais là, je regarde plus des vidéos de mecs sur la culture, par exemple. Là, je peux regarder des vidéos d'interviews sur des mecs de heavy metal, des trucs comme ça. Ça, je regarde ça. Il y avait pas longtemps, il y avait une énorme interview de Time Down de Facer Pussycat, là, hop, qui durait plus d'1 heure. Et ça, là, ouais, ça m'intéresse. Je vais regarder, je vais écouter qu'est-ce qu'il raconte et tout. C'était génial. Mais non, la géopolitique, je connais un peu le truc. Je regarde parfois des choses, mais c'est plus un domaine où je vais lire, en fait. Je vais lire des articles, à la limite, tu vois. Papier, je veux dire. Plutôt que de regarder des vidéos YouTube. Après, c'est forcément très bien et tout. Hein. C'est juste que j'en pense pas grand-chose parce que je ne connais pas ces chaînes du tout.
Et je connais même pas les chaînes de géopolitique sur YouTube en règle générale. C'est pas quelque chose vers lequel je vais aller moi-même, quoi. Que penses-tu des gens qui vont fêter la mort des personnes, même les plus détestables, dans la rue? Je crois que c'est une question que j'ai reçue suite au décès de Jean-Marie Le Pen, sauf je me trompe peut-être, j'espère pas, où effectivement on a eu un spectacle complètement malaisant en fait, de crétins, sincèrement, qui sont allés fêter enfin, la mort de ce vieillard à Paris. Voilà, alors le truc beaucoup plus grave, c'est la profanation de sa sépulture en plus. Enfin là, alors autant, tu vois, autant, je peux pas te répondre juste. En fait, si je pensais par exemple à ces gens-là, là qu'on a vu à la mort de Jean-Marie, c'est la honte en fait. Enfin franchement, c'est ridicule. Mais lamentable, enfin au sens ridicule, lamentable. D'autant que quand tu regardais les images, c'était clairement uniquement des gens qui n'ont jamais, comment dire, souffert de quoi que ce soit de Jean-Marie Le Pen. Genre moi j'ai regardé 2 secondes, et les mecs ils ont 20-25 ans, tu vas pas me faire croire que tu as vécu les époques où Jean-Marie Le Pen représentait un danger dans le monde politique. Or, ce mec-là, ça fait plus de 30 ans qu'il ne représentait plus aucun danger d'aucune sorte. Enfin, c'est sa fille, tu vois. Donc, voir des gens se dire, ouais, Jean-Marie Le Pen est décédé, c'est le, comment dire, c'est tout ce mouvement politique qui s'écroule, alors que, genre, ça n'a jamais été aussi puissant qu'avec Marine, qui est quand même beaucoup plus intelligente que son père, hein, comme, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et donc beaucoup plus j'allais dire, impactante en politique. Donc, fêter la mort d'un vieillard qui a eu aucun... Enfin, non, c'était complètement... j'ai trouvé ça juste ridicule. Voilà. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui n'ont rien à foutre. En fait, je pense que c'est des gens qui se sont dit ouais, ça fait un prétexte pour aller faire les cons dans la rue. Vraiment. Parce que là, tu vas pas me faire croire que c'est un combat politique d'aucune sorte, tu vois. Par contre, je peux pas résumer ça à cet événement-là, par exemple, auquel je pense instinctivement parce qu'il est récent et qu'il a eu lieu à Paris. Mais les gens qui vont fêter la mort de personnes, même les plus détestables dans la rue, j'ai infiniment de compassion pour elles, en règle générale. Parce que, hormis ce truc grotesque qui s'est passé à Paris, voilà, sur un mec qui... Mais non, mais en quoi Jean-Marie Le Pen, il a fait souffrir la France, tu vois, enfin, lol. Bref. Délibéré de quoi, tu vois? De délibéré de rien du tout avec la mort de Jean-Marie Le Pen, quoi. Ouais, je pense à des gens qui sont par contre allés fêter la mort de personnes même donc détestables dans la rue et où là je peux pas enfin non seulement je peux pas les critiquer mais je les comprends et j'ai en mémoire ces images de Lias dans la rue de gens qui fêtaient la mort de Ceausescu, de la chute de son régime. Et donc là, on a une situation où je vois pas comment ne pas être ému par ces gens qui, contrairement aux crétins qui étaient à Paris, eux ont souffert très directement de la dictature communiste de Ceausescu. Et où ils ont tous connu des gens qui ont été torturés, qui ont été assassinés. Enfin là, on parle d'une répression, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, voilà. Donc en Roumanie, bien évidemment. Et là, oui, là, je comprends. Enfin, j'ai compris ces gens. Genre les statues à terre, oui, parce que donc c'est communiste avec le culte de la personnalité imposée. Voilà, si vous avez souvenir à l'époque de cette période complètement dingue où le régime s'est effondré suite à un soulèvement, enfin, il y a suite à plein d'événements, mais le peuple a célébré, a fêté sa mort, et je ne vois pas comment ne pas le soutenir et ne pas comprendre. Je comprends le besoin d'aller manifester ta joie quand très directement tu as des proches qui ont été voilà, tués, opprimés, enfin, mais de manière affamée. Donc voilà. Donc ça dépend. En fait, je te dirais que j'en pense que ça dépend du contexte. Voilà, contexte. Ce contexte-là, par exemple, qui me vient à l'esprit avec la dictature communiste, là, je le comprends de ouf. Ton avis sur le groupe Motionless in White? J'en ai pas parce que je connais, mais j'ai jamais accroché. J'ai déjà écouté, bien évidemment.
parce que bon, on en parle quand même pas mal dans le milieu musique. C'est un peu comme merde, Falling in Reverse, enfin tous ces trucs-là. Je crois que je préfère Falling in Reverse à Motionless in White, mais c'est pas mal quand même. Hein. J'ai écouté, c'est pas que c'est pas bien, hein, mais ça me parle pas des masses. Il y a assez peu de groupes de style dont je suis fan. As-tu écouté dans ta jeunesse Hubert Félix Stephen? Pas du tout. Jamais de la vie. Et en plus, mon père écoutait pas non plus. Donc en fait, même dans mon entourage, personne ne l'écoutait. Alors j'ai jeté une oreille à une époque. Hein. J'ai vu que c'était bien, sincèrement. Mais par contre, ça ne me plaisait pas. Les mélodies, la voix même, tout ça. Mais c'était assez intéressant parce que c'était un mec qui, en faisant très peu de promos, voire pas de promos, parvenait à remplir des salles énormes. Par exemple, je me souviens très bien à Paris, c'était quand même un cas un peu unique dans la variété française. Connais-tu les groupes anglais Archive et Skunk Anansi? Oui, mais je ne suis fan d'aucun des deux. Mais oui, c'est connu quand même. Te rappelles-tu de ce groupe français, les Tugs? Les Tugs, ouais, je connais. Enfin, je m'en souviens, ça me dit quelque chose, mais sans plus. Faudrait que j'aille diguer. Je crois qu'il y avait un truc que je connaissais, les Tugs, et c'était bien. Enfin, ça m'était bien. Ça me plaisait, je veux dire. J'aimerais bien savoir d'où vient le nom La Fuite en vidéo. Eh ben, écoute, c'était pour permettre à tous mes détracteurs de faire plein de vannes super drôles. La fuite urinaire, le plombier en vidéo. Non, là, c'était là. En fait, j'avais pas réfléchi, et c'est bien la preuve d'ailleurs que je n'ai pas réfléchi, parce que si j'avais un peu réfléchi avant de lancer ma chaîne, en me disant que potentiellement, plus de 3 mois plus tard, je l'aurais toujours, j'aurais pas choisi ce nom. Je me serais dit, ah non, mais la fuite en vidéo, ça va être la fête à la vanne. Finalement, je suis quand même content de l'avoir. C'était juste parce que c'était la fuite du quotidien, la fuite de la réalité, la fuite de... C'était ma fuite en vidéo, puisque tout se ferait en vidéo évidemment, sur YouTube. Et je voulais pas me mettre de niche, je voulais pas me mettre de carcan. Donc je voulais pas faire ciné machin, ou... Enfin, je voulais pas que dans le nom de ma chaîne, il y ait quoi que ce soit qui puisse me dire... ah bah t'appelles ta chaîne truc bidule, mais en fait tu parles d'autre chose. Donc je me disais, ça c'est juste la fuite de plein de choses, mais en vidéo. Et voilà, donc c'est un peu comme la fuite en avant, tu vois. En fait, c'était un peu ma référence instinctive pour le nom de la chaîne. Connais-tu le film La vie dissolue de Gérard Floch? Si oui, qu'en penses-tu? Je le connais, mais je crois que je ne l'ai jamais vu. Une comédie française, il me semble, un peu barrée, comme on en faisait dans les années 80. Je crois que c'est bien barré. Mais non, je l'ai jamais vu. Je sais pas pourquoi. Donc je peux pas te répondre. As-tu déjà donné ton avis sur la filmographie de Terry Gilliam? Oui, j'en ai déjà parlé. Bah, enfin, je suis pas un expert ni rien du tout. C'est fait partie des réals où il y a des films que j'aime pas du tout et des films que j'adore. Fisher King, c'est sans doute le film que je préfère de lui. Devant Brasil, que j'aime énormément. Et ensuite, il y a des films vraiment que j'aime pas du tout, du tout. Bref, donc c'est très partagé, voilà. C'est pas un réal que j'adore, mais Fisher King, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est vraiment son chef-d'œuvre pour moi. Brasil, c'est fabuleux quand même. Connaissant ton admiration pour Daniel Auteuil et ta passion pour sa carrière, pardon, je me dis que tu as forcément dû voir le très dur et formidable L'amour violet, oui, effectivement, de Yannick Bellon, dans lequel Auteuil trouvait l'un de ses tout premiers rôles. Je me demandais ton avis sur ce film. Super dur. Je l'ai vu qu'une fois, il y a très longtemps, mais j'avais beaucoup aimé. Et c'était drôle d'ailleurs parce que c'était une vraie anomalie dans la carrière des débuts de Daniel Auteuil où finalement c'est que des comédies. Les trois quarts c'est des comédies. Où il est génial, hein. Moi il me faisait hurler de rire Daniel Auteuil. C'était quoi que j'avais revu l'année dernière pour Sans brique t'as plus rien. Putain, est-ce que c'était bien. Donc oui, Yannick Bellon, une cinéaste que j'apprécie énormément. Vu que je sens déceler en toi de ton regard sur la vie et sur l'humain à travers ce que tu partages de toi, je me dis qu'un film comme Quelque part quelqu'un pourrait potentiellement beaucoup te plaire. Je ne l'ai pas vu ce film, je ne l'ai jamais vu. J'en ai vu d'autres, hein, d'elle. J'avais vu La Triche, que je trouvais très bien. Donc je vais me le noter et je vais le regarder, parce que je ne l'ai jamais vu Quelque part quelqu'un, effectivement. As-tu vu le film The Runaways? Je l'ai trouvé très réussi sur le groupe de Joan Jett et Lita Ford, bien sûr. J'en avais parlé dans une vidéo sur les biopics musicaux. Mais c'était peut-être en live chez quelqu'un, peut-être avec Captain Crochet. Mais j'ai beaucoup aimé ce film de Runaways, très réussi. Lemmy avait écrit une chanson pour Ford très réussie. Ouais, c'était sur l'album Lita que j'avais.
Parce que moi, Lita Ford, j'ai eu assez peu d'albums, j'en ai eu 2, je crois, des albums solo. Mais il y avait l'album Lita, qui a été un de ses plus gros succès. Et au-dessus, tu avais Can't Catch Me, qui avait été coécrite avec les Mickey Mister. Et tu avais une autre chanson géniale, d'ailleurs, coécrite avec Nicky Six. Voilà. Je vois avec bonheur que tu as mis en déco un poster de Kim Wilde. Alors c'est pas un poster, c'est mon vieux vinyle, mon 33 tours de Select. Un des plus grands albums de tous les temps pour moi. Je le dis sans exagérer. Sans doute ma chanteuse préférée des années 80-90 avec Tina Turner. Bah pour moi c'était pareil. Hein. Composition de ouf de ces frangins. Voix magnifique, envoûtante, cette beauté. Qu'en est-il pour toi? Craquais-tu pour elle? L'as-tu vue en concert? C'est dommage que lorsque s'est éloigné artistiquement de sa famille, ses compos étaient moins catchy. Qu'en penses-tu? Alors attends, parce que bah, moi donc j'adorais. Moi j'ai découvert avec Cambodia, je crois. Je suis tombé complètement en adoration de cette chanson immédiatement. J'ai supplié pour avoir l'album que j'ai fini par avoir pour un anniversaire, je crois. Et je suis tombé en amour de ce disque, mais alors, et c'est toujours valable à ce jour, quoi. C'est un chef-d'œuvre de la première à la dernière note, de la première à la dernière chanson. Voilà, c'est vraiment le sans faute ultime. Pour moi, c'est un des meilleurs albums de pop new wave, hein, vraiment, clairement, même un peu cold wave par moment, que je connaisse. L'as-tu vu en concert? Non. Je suis allé te chercher parce que c'est plus simple. Premier album, absolument magnifique, même s'il y a une ou deux chansons que je suis pas extra fan. Ça, c'est 21 sur 20. C'est un chef-d'œuvre total pour moi. Sans exagérer, c'est vraiment un disque que j'ai dû écouter des milliers de fois. Celui-ci, je l'adore également. Un peu moins, bien sûr, parce que rien ne peut égaler Select. Mais ça reste un album que je trouve absolument génial. La prod, les mélodies, mais c'est de la folie. Et le dernier que j'ai apprécié, c'est-à-dire que là je l'aimais déjà vraiment moins, c'est-à-dire que dessus il y a des morceaux que j'aime pas carrément. C'est celui-ci là, Another Step. Mais il y a encore des choses vraiment très bonnes dessus quand même. Hein, voilà. C'est les 4 albums de Kim Wilde. Pour moi c'est ça Kim Wilde en fait. Voilà, c'est ça. Ça c'est Kim Wilde. Après j'ai écouté encore, mais j'ai pu rien aimer quoi. Et après, c'était de pire en pire. Donc, tu dis effectivement, quand elle s'éloignait des frangins, la qualité... enfin, moi, je dirais, tu dis les compos étaient moins catchy, moi, je dirais carrément que les compos n'étaient plus bonnes. Hein, mais sincèrement. Hein. C'est Marty Wilde et Ricky Wilde, je crois. Des génies, pour moi. Mais vraiment, des putains de génies de mélodistes de ouf, quoi. Et après, je pense qu'elle voulait s'orienter vers une... Il y avait un truc là-dedans qui était... Il y avait un mélange de violence, de mélancolie, qui était fabuleux. Et qui, pour moi, atteint son paroxysme vraiment dans Select. Le premier album, il est plus rock, vraiment, mais quel régal, quoi. Et là, on est vraiment encore dans la pop bien agressive. Ou très mélancolique avec des nappes de synthé, enfin je vois de touch là, avec des nappes de synthé de ouf. Et voilà, et en fait elle avait un talent d'interprète absolument indiscutable, mais en fait ce qu'on adorait c'était les compos de ses frangins. C'est le constat que moi je fais en tout cas. Après, je sais qu'elle continue de sortir des disques, elle en a même sorti un, je crois, cette semaine. Donc moi j'adore ça, enfin je trouve ça fabuleux. C'est comme Billy Idol hein, qui sort un nouvel album en avril. Je trouve ça fabuleux, ces gens-là qui se reposent pas sur leur laurier et se contentent pas de faire des tournées best-of dans le vide pour faire de l'argent, même si c'est absolument pas honteux, quoi. Mais je suis admiratif des artistes qui sortent, qui créent encore, quoi. Sachant que, effectivement, par contre, ils le savent très bien, ils ne gagneront plus d'argent. C'est ça le problème aussi. Il y a certains artistes qui en parlent, ils disent, oui, mais sortir un nouvel album, what's the point, en fait, puisque ça nous ramènera pas d'argent, en fait. Donc, il faudrait vraiment le faire par passion et par machin, et il y en a, ils sont fatigués, quoi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on voit bien, Billy Idol, c'est la passion qui l'anime, enfin, tous ces gens-là. Bref.
J'ai revu The Mechanic, le flingueur avec Charles Bronson. Pour moi, un chef-d'œuvre malsain et une scène d'ouverture géniale sans dialogue. Ouais, j'en avais parlé, je crois, de celui-ci quand je m'étais refait tous les Charles Bronson, enfin presque tous les Charles Bronson. En tout cas, tous les polars bien urbains, bien violents. Et ouais, le flingueur, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est tellement moite, enfin, et c'est tellement sans pitié. Enfin, il n'y a aucun espoir. Ouais. C'est terrible. Question qui fâche, qu'est-ce que tu penses du duo Sting et Mylène Farmer pour Stolen Car? Et aussi, penses-tu que Mylène Farmer risque de se faire naturaliser américaine vu qu'elle collabore souvent avec des Américains et va très souvent aux États-Unis? Euh, Alors le duo Sting-Farmer c'est une merde absolue, Stolen Car, la chanson elle est pourrie, mais voilà. Voilà, c'est mon avis sur ce duo. Un duo de merde. Sting déjà j'ai jamais aimé, donc bon, mais alors lui il vieillit vraiment mal je trouve. Artistiquement, je veux dire. Et ça, c'était nul. Enfin, bref. Après, non, je pense pas du tout qu'elle se fera naturaliser américaine, parce que elle a une baraque à Los Angeles, il me semble. Enfin, je sais pas si elle l'a toujours. Ouais, elle est énormément aux États-Unis, mais non, je pense pas du tout qu'elle se fera naturaliser. Elle n'a pas, en fait, elle a rien à y gagner, c'est ça que je veux dire, en fait, tout simplement. Parce qu'elle pourrait, hein, enfin, je pense que, mais ça n'aurait aucun sens. Puis ce serait très mal perçu par son public, je pense. L'ombre du vampire, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai adoré avec William Dafoe. Je l'avais vu, mais j'en ai peu de souvenirs. Je crois que William Dafoe, pourtant, faudrait que je le revoie. Je vais me le noter, ça j'adore. À chaque fois que je fais la compile de vos questions, je me retrouve avec des listes. Bon, absolument génial. Que penses-tu des deux groupes suivants, System of a Down et Rage Against the Machine? Rage Against the Machine, j'ai adoré, surtout le premier album. Après, j'ai un peu décroché, même si c'est resté encore très bien sur le deuxième. Mais le premier album, bah, je l'ai, hein, enfin, je l'ai comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'était vraiment un truc que j'écoutais énormément. Avec, bah, j'étais en pleine période In Utero, je crois, ou In Utero était sorti juste après. Enfin, Nirvana, de toute façon, j'étais à fond dedans, ça c'est sûr. Et j'écoutais Nirvana et Rage Against the Machine. Pour moi, ça c'est exceptionnel. System of a Down, jamais été fan. Mais c'est très bien. J'ai écouté plein de fois, par curiosité et tout, et c'est vachement bien. Mais je suis pas fan. Donc j'ai aucun album, c'est pas mon truc. Il me semble que tu n'as jamais donné ton avis sur The Clash. Ouais, c'est clair. Les grands potes de Zig Sputnik, hein, pourtant. Enfin, plus que potes même, hein, carrément complices et tout. Mais non, j'ai jamais aimé The Clash. J'aimais pas le style musical, les sons. Voilà. Mais c'est vachement bien. C'est un groupe super important, de toute façon. Mais et super respectable. Mais j'ai jamais aimé aucune chanson. C'est-à-dire, les tubes, j'aime pas du tout, ça c'est sûr, mais alors pas du tout. Et même après, quand il a fait Big Audio Dynamite, là, j'avais écouté. Alors là, c'était encore plus raga machin. Hein, j'aimais pas du tout. Mais par contre, c'est vachement bien fichu et tout. Hein, c'est pas le souci. J'arrête pas de dire et tout là, serait-ce un nouveau type verbal ignoble qu'il va falloir que je me fasse extraire. As-tu vu The Witch, le premier film de Eggers, et qu'en avais-tu pensé? Je l'ai vu et je l'ai beaucoup aimé. C'est le seul film de ce mec que j'adore en fait, tout simplement, puisque tous les autres, bon, merde, comment ça s'appelle, The Lighthouse, j'ai bien aimé, mais pas, j'ai pas crié au chef-d'œuvre comme énormément de gens. Et le reste, j'aime pas. Mais The Witch, ouais, j'ai carrément trouvé que c'était très très bien même. Quel est le groupe que tu as regretté de ne pas aller voir en concert? En 88, je n'ai pas pu aller au concert de Dead Can Dance à la laiterie de Strasbourg. Moi, les concerts que je regrette de ne pas être allé voir, euh, alors en termes de très gros concerts, tout ça machin, il y a Michael, évidemment. Je rappelle que, aussi fou que ça puisse paraître, pardon, je n'ai jamais pu aller voir Michael Jackson en concert. Ni pour la tournée Bad, ça c'est à cause de mon père qui a fait exprès de m'envoyer en séjour linguistique à l'étranger pile au moment où il passait à Paris, sachant que c'était mon rêve évidemment de le voir en vrai et tout, machin, tout ça. Donc ça j'ai raté. Et ensuite j'ai joué de malchance, donc je sais que j'ai pas pu le voir non plus sur Dangerous ni sur History. Enfin j'ai été maudit à chaque fois en fait. Donc voilà, donc ça c'est un gros regret, mais c'est plus pour avoir vu Michael que bon. D'autres choses. Que je regrette. Non, je crois que j'ai vu, enfin, j'ai eu la chance de voir à peu près tous les artistes ou groupes que je rêvais de voir sur scène. Pas forcément à l'époque idéale, tout ça, tu vois.
Moi, j'aurais adoré voir Guns à l'époque de Peter for Destruction, mais ils venaient pas en France, donc je les ai vus, mais plus tard. Mais sinon, peut-être Dépêche Mode, mais à la période, ce que moi j'appellerais l'âge d'or, quoi, la période Violator, même avant, même encore avant Violator. Mais j'aurais vraiment beaucoup aimé aller les voir et j'y suis pas allé parce que j'étais pas assez fan. J'aimais tellement d'artistes que je faisais une sélection. Je sais pas non plus, je pouvais pas me permettre d'acheter des billets, oui, pop, pop. Donc en fait, Dépêche Mode, à chaque fois ça passait, je me disais bah tant pis. Parce qu'il y avait d'autres choses que je préférais aller voir quand eux ils passaient à Paris. Et ça je regrettais un peu. Et c'était la dernière question sélectionnée pour ce JDV. Je vais donc m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je ne sais pas, mais je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Peut-être très bientôt. Ce sera peut-être une super surprise. Ça se trouve dès demain, il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt.